7h41, bonjour Olivier Weber. Bonjour Lionel Gougelot. Grand reporter, vous avez parcouru l'Ukraine, pays en guerre ces derniers mois, et vous publiez ces jours-ci Naissance d'une nation européenne, réflexion sur la question ukrainienne. Au jour anniversaire de l'indépendance du pays, et alors que la guerre a été déclenchée par la Russie il y a 6 mois, jour pour jour, Olivier Weber, on craignait ce matin une intensification des frappes russes. Vous pensez que ça peut être effectivement le cas aujourd'hui et dans les prochaines heures ? Oui, tout est possible parce qu'il y a à la fois une volonté stratégique de l'armée russe d'annihiler, d'anéantir des centres de décision selon la terminologie, mais aussi avec la barbarie la plus totale, avec des frappes qui touchent indistinctement les cibles militaires et les cibles civiles. Donc tout est possible. Ce matin, il y a eu des bombardements à nouveau sur les villes que j'ai traversées, Zaporia, Dniepro, Kharkiv, et évidemment on peut craindre le pire dans les jours à venir parce que évidemment la Russie veut marquer à sa façon ce double anniversaire entre guillemets que sont donc les 6 mois, vous en parliez, du début de l'invasion, du début de la guerre, des opérations spéciales selon leur terminologie aussi, puis deuxièmement bien sûr l'anniversaire, les 31 ans de proclamation donc de l'anniversaire de l'indépendance donc de l'Ukraine en 1991. Vladimir Poutine veut faire passer un message aujourd'hui ? Oui, il y a un message évidemment. Alors là encore, le pouvoir dictatorial du Kremlin est prêt à tout. On l'a vu bien sûr avec l'instrumentalisation du nucléaire, avec la plus grande centrale d'Europe, donc qui est à Zaporia, en face de Nikopol. On l'a vu aussi avec l'instrumentalisation de la disette, de la famine dans le monde, avec les céréales, même si on a trouvé un début de commencement de solution. Mais en tout cas, effectivement, Poutine, selon moi, qui ne suis pas du tout spécialiste de l'Ukraine, au contraire, je ne suis qu'un écrivain qui redécouvre à chaque visite ce pays que j'aime beaucoup, etc. Mais Poutine, il est dans une fuite en avant, grosso modo. C'est presque le syndrome du dictateur qui est contraint, de par ses fautes, de par ses erreurs stratégiques, à pratiquer une sorte de dynamique inflationniste très dangereuse de fuite en avant. Alors, je le disais, vous avez parcouru le pays pendant des semaines à la rencontre des Ukrainiens, pays en guerre, et vous avez été impressionné, c'est peu de le dire, Olivier Weber, par cet esprit de résistance qui soude le peuple ukrainien et qui ne faiblit pas. Ça tient à quoi, selon vous ? Oui, alors ça tient à plusieurs choses. D'abord, j'ai passé beaucoup de temps, plusieurs semaines, donc à faire des allers-retours entre les lignes de front et des villes ou des villages de l'arrière. Et je peux vous dire que comme en 14-18, l'arrière tiendra, parce que j'étais fasciné de voir que toute classe sociale confondue, toute génération confondue, les Ukrainiens, même ceux qui étaient à peine adolescents lors de la révolution de Maïdan en 2013-2014, vous savez, ces événements qui ont conduit justement à réaffirmer cette volonté d'indépendance de la part des Ukrainiens, eh bien, toute cette nation ukrainienne se cimente face à l'agression russe d'une part, et deuxièmement découvre ou redécouvre et affirme en tout cas, comme vous le disiez, ce sentiment de nation démocratique et d'appartenance à la famille européenne. Ça m'a quand même sidéré parce que je sois avec des paysans, que je sois avec des tractoristes, que je sois avec des soudeurs, des électriciens, des pharmaciens, des étudiants, il y avait pour tous cette volonté donc d'appartenir à la communauté de valeurs démocratiques, la liberté d'expression, le respect des droits de la femme, le respect des droits de l'homme, c'est nous les Ukrainiens qui le défendons aussi. Et ça, c'était patent, ce ne sont pas des vains mots, c'est vraiment une affirmation, qu'on soit sous les bombes à Kharkiv ou à Nikopol, ou qu'on soit à l'arrière, il y a vraiment ce ciment qui a contribué donc à façonner donc l'invasion de la part de la Russie. Est-ce que c'est pas aussi, ça ne tient pas aussi au fait que la population ukrainienne sent que le voisin agresseur, ou en tout cas son armée, n'est peut-être pas aussi puissant ? Oui, absolument, bien sûr. On l'a vu avec cette volonté de la part de Poutine et de la Russie de faire tomber Kiev en 3 jours. C'était un rêve pieux. Il y a eu ce réveil, à la fois stratégique et militaire de la part des Ukrainiens. Effectivement, vous le disiez, ce sont des très bons combattants. Et puis, il y a une notion de résistance qui revient, de résistance aussi qui correspond au joug soviétique. Vous savez, dans les années 30, Staline avait pratiqué ce qu'on appelle en ukrainien l'holodomor, c'est-à-dire la famine organisée. Et à l'époque, la nation ukrainienne faisait 22, 23, 24 millions d'habitants. Il y a eu, vous savez combien de morts ? 4 millions, c'est-à-dire pratiquement un Ukrainien sur 6, ou plus d'un Ukrainien sur 6 est mort, surtout des paysans, parce qu'il y avait cette famine organisée. On n'en a pas parlé pendant des décennies parce que c'était interdit, il y avait une inhibition, un tabou. Aujourd'hui, même les jeunes de 20 ans, de 25 ans disent plus jamais ça. Donc oui, effectivement, il y a un réveil face à un ennemi, face à un géant russe qui a des
pied fragile, mais en même temps, on sait très bien que le temps joue contre l'Ukraine, le temps joue pour la Russie. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens dépendent bien sûr de l'armement occidental et des munitions, surtout des obus qui viennent des États-Unis, de l'Europe. Et quid ? Qu'est-ce qui va se passer dans 4 mois, 6 mois ? Nul n'en sait rien. Les Russes sont capables de reconstituer leur stock et leur ligne d'approvisionnement logistique. Les Ukrainiens, pas tellement, parce qu'ils sont très dépendants. Et c'est le danger justement de cette guerre cette guerre de position que l'on observe, entre guillemets, évidemment, un peu ces temps-ci. Olivier Weber, cette guerre, ce sont aussi, et vous le racontez dans des témoignages qui sont hallucinants dans votre livre, ce sont aussi des atrocités, des crimes contre les civils dont on ne mesure peut-être même pas encore l'ampleur. Boutcha, Andrivka, par exemple, un village que vous comparez à un Oradour-sur-Glane ukrainien. On se dit que, quelle que soit l'issue de cette guerre, est-ce qu'il pourra y avoir une réconciliation entre les deux peuples ? Non, je pense que c'est pratiquement impossible et c'est même intéressant de voir combien les habitants de Kharkiv, par exemple, qui est la deuxième ville du pays, qui est tout à fait à l'est, qui subit des bombardements aujourd'hui même encore, et pour beaucoup, en majorité, habité par des Ukrainiens d'origine russe ou des Russes. Il n'y a plus tellement de distinction, en tout cas des russophones, et combien ces habitants-là disent, mais on nous a toujours dit que la Russie était la mère patrie ou le pays frère, mais on ne bombarde pas ses enfants, on ne massacre pas ses frères et sœurs. Et donc la réconciliation semble impossible. Il y a vraiment une frontière qui est très affirmée, mais c'est aussi une frontière des valeurs démocratiques. Les Ukrainiens disent, de l'autre côté de cette ligne de front, c'est la dictature que nous ne voulons pas, que nous refusons, et de ce côté-là, c'est un sentiment d'appartenance aux valeurs démocratiques. Et oui, c'est à la fois des réflexions que ce livre, mais aussi des portraits incroyables avec Constantin, qui a 25 ans, qui est un ingénieur, codeur, informaticien. Il y a 22 ans, qui est étudiant. Denis, qui est un paysagiste qui devient chef d'une milice à Poltava, et même Alexander sous les bombes à Kharkiv, qui m'a accueilli dans sa petite maison, qui est enseignant, et en fait il avait mis sa famille, sa femme donc et ses 2 filles donc en exil, donc à l'abri en Pologne, et il me dit je ne pars pas parce que j'ai peur, mais mes fidèles ont peur aussi. Alors je dis, pourquoi vos fidèles ? Je suis le dimanche matin pasteur donc dans le temple protestant du coin, et je reste pour mes fidèles. Et vous savez quoi ? Il avait protégé sa maison. C'est vite, parce que souvent on est victime d'éclats de verre, ça peut être très grave, non pas avec du scotch ou du sparadrap, mais avec 2 sortes de livres, des romans policiers et des bibles. Et c'est tout Alexander donc qui m'a chanté des poèmes pendant plusieurs journées avec sa guitare. Et c'est cette foi-là, entre guillemets, cette détermination de résistance qui est incroyable et qui, à mon avis, est inébranlable, quoi qu'il se passe en Ukraine. 2 mots pour terminer rapidement, pardonnez-moi Olivier Weber, mais 2 mots sur Zelensky. On évoque un début de critique à son égard, notamment par rapport à une interview qu'il a récemment donnée, dans laquelle il reconnaissait qu'il n'avait pas voulu alerter son peuple de l'imminence de l'offensive en février dernier pour ne pas créer la panique. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, son autorité pourrait être à un moment ou un autre remise en question ? Oui, alors je crois que c'est un faux débat, parce que Zelensky a affirmé son courage d'une part, puis deuxièmement sa volonté de représenter toutes les facettes du peuple ukrainien. J'ai même vu des Russes dont je parlais tout à l'heure, ou des russophones, des russophiles, dans les partis de l'Est ou à Odessa, qui n'ont jamais voté Zelensky et qui disent mais il nous représente, il nous incarne, il nous défend. Et effectivement, l'unité de façade, qui est plus que de façade d'ailleurs, pourrait se fissurer dans les mois à venir. Mais en tout cas, il y a vraiment un ciment autour de lui, il y a un ciment autour de cette volonté de résistance. Et alors on peut lui reprocher de ne pas avoir averti totalement le peuple ukrainien, mais est-ce qu'il y croyait lui-même, malgré ses injonctions de la part de Joe Biden et de la CIA et de l'armée américaine? Ce n'est pas certain. Il pensait encore que Poutine allait reculer. Donc maintenant, ce qu'il est important de voir, c'est l'avenir. Et là, effectivement, il est encore capable d'incarner cet esprit de résistance et cette détermination à lutter contre l'agression et l'invasion de la part des Russes. Merci infiniment, Olivier Weber. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle le titre du livre que vous publiez ces jours-ci, Naissance d'une nation européenne, réflexion sur la question ukrainienne. C'est passionnant, je le conseille vraiment à nos auditeurs. C'est paru aux éditions de l'Aube.